Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous laisse sur l'essai et la présentation de l'Opel GT la plus puissante de France. C'est parti. Je m'appelle Julien, j'ai 39 ans, bientôt mes 40 dans quelques mois. Je suis propriétaire de cette Opel GT depuis maintenant 5 ans, sur laquelle j'ai fait énormément de boulot dessus. Il doit y avoir, je sais pas, peut-être 200-300 heures de boulot dessus. Et plusieurs euros dépensés aussi. Voilà, au plaisir de vous présenter la bête en détail. La bête en détail, oui, parce que là, comme vous pouvez le voir de ce point de vue frontal, c'est vraiment monstrueux comme véhicule. On va donc passer sur les détails de la face avant. Donc vous allez le voir, il n'y a plus grand chose d'origine, enfin du moins visuellement parlant, il y a beaucoup de choses qui changent. Bon, le plus visible déjà, la disparition du logo et des détails noirs qu'on va retrouver un petit peu partout, comme tu me le disais du coup. Ouais, par rapport aux détails noirs justement, il faut savoir que la voiture à la base, elle était noire. Donc tout ce que vous voyez rouge aujourd'hui était noir à l'époque. Tout ce que vous voyez noir, sauf le covering à l'arrière et la bande qui est là, était chromé à l'époque. C'est-à-dire que Okay. les petites écopes sur le capot étaient chromées. Ça, c'était chromé aussi, évidemment, avec le logo Opel qui était tout aussi chromé, histoire d'être bien mis en valeur. Le contour du pare-brise aussi, évidemment, était chromé. Les jantes étaient chromées, mais ça, on le verra en faisant le tour du véhicule. Ouais, et voilà, donc du coup, j'ai souhaité un rouge, un peu style rouge Ferrari, un peu clair, qui selon moi lui va à merveille, et ça lui retire ce côté GT d'ailleurs qui porte son nom, pour lui donner un côté résolument plus sportif, qui va beaucoup plus avec les modifications que j'ai souhaité faire par la suite. Les feux, est-ce qu'ils ont été retouchés? Tu m'as dit qu'il y avait un, oui, un rappel. tout à fait. Ça revient à ce que je disais, les feux étaient chromés à l'époque à l'intérieur. J'ai refait du noir. À savoir qu'aux États-Unis, elles sont vendues avec les feux intérieurs noirs. Et le feu intérieur noir américain, il coûte une fortune. On est peut-être à 800-900 euros le phare. Donc j'ai refait moi-même. Passage au four, etc. On a démonté et j'ai repeint. Et donc en plus bas, on a ces feux ici, donc que tu as incrusté dans le pare-choc à la place de la plaque d'immatriculation. Exactement. À la base, on avait l'immatriculation qui était ici. J'avais pas trop le choix parce qu'en fait, la carrosserie avait deux points ici, deux ouvertures ici. Et je voulais retirer la plaque de là parce que je trouvais ça dommage d'avoir vraiment la plaque au milieu. Je voulais lui donner le petit côté sportif avec la plaque que tu mets genre où tu peux la mettre. Finalement, le seul endroit, c'est là. Pour info, ça passe au contrôle technique, je vous rassure. J'avais malgré tout ces deux trous qui étaient là. Et il fallait absolument que soit je les rebouche, soit je trouve autre chose à mettre. Et au final, j'avais le sentiment que le pare-choc avant était un peu vide. Et j'ai voulu lui donner ce petit aspect 24 heures du Mans qu'on retrouve sur notamment les Vipers. Donc ceux qui ont mon âge, qui jouaient à Gran Turismo 1 et 2 à l'époque, vont voir de quoi je parle. Il y avait une Viper suréquipée avec un aileron DTM à l'arrière énorme, etc. Et avec deux énormes phares jaunes devant, avec des plaques en plexi qui étaient elles aussi jaunes. Et j'ai voulu un peu rappeler ça. Alors évidemment, c'est pas une Viper que j'ai pas cette chance. Mais voilà, je voulais rappeler ça. Donc j'ai assumé complètement les deux petits trous que j'ai très largement agrandis. Et j'ai fabriqué ça, que j'ai d'abord modélisé pour ensuite les imprimer en 3D en ABS. Voilà, avec des feux que j'ai rachetés en aftermarket derrière qui sont des longues portées. Et donc sur les côtés, donc là on a perdu la grille pour un bel échangeur ZZP. Ouais, tout à fait. Alors il y avait un échangeur d'origine, évidemment, vu que c'est un moteur qui est turbo d'origine. J'ai rajouté ce gros échangeur pour aller avec le gros turbo, qu'on verra ensuite quand on ouvrira le moteur, et qui est évidemment estampillé ZZP, parce que ZZP c'est le préparateur avec qui j'ai travaillé tout au long des modifications de cette voiture. Américain du coup. Américain, tout à fait. Il n'est pas venu bosser. Il n'est pas venu bosser sur la voiture, et c'est lui qui m'a fourni les pièces. Enfin lui, c'est cette entreprise qui m'a fourni les pièces, qui viennent du Massachusetts. Voilà. D'accord. Ensuite, pour finir, on a les écopes de frein que tu as largement alors faut pas fumer trop près parce que c'est bourré de petits impacts et de moussis. Au moins ça fait racing. Ça fait racing. Alors c'est une caisse qui roule, là. On n'est pas sur une caisse showroom. Il y a des impacts partout sur le pare-choc, etc. Donc ça, ce sont les écopes de frein, c'est pour refroidir le système de freinage qui est un peu limite, on va pas se cacher. Les tuyaux qui sont derrière, ce sont des pièces pareilles que j'ai modélisées et que j'ai imprimées en 3D. En ABS aussi, parce que évidemment l'entrée et la sortie sont à des endroits bien spécifiques, et un tuyau tout simple ça n'aurait pas fonctionné. Tout à fait. Et puis bon, c'est autocollant, Drift Shop qui fait plaisir. Ouais, Drift Shop, c'est eux qui m'ont fourni le spoiler arrière. C'est chez eux que je l'ai acheté, du coup je me suis dit je vais leur faire honneur et mettre le sticker devant.
Et donc, comme on peut le voir, ça partage quand même certaines choses avec la Corvette. Ouais. Bon, je pense que les connaisseurs l'ont remarqué à cause des proportions, la largeur, la position des optiques et les ailes un petit peu qui se démarquent bien sur le côté. Surtout que de là où je suis, on a l'impression que l'avant a vraiment 50 cm de plus de chaque côté que la partie habitacle. C'est un peu volontaire, ouais. Ouais. Avec des espèces de nervures qui sont là, Exactement. qui sont ultra ressorties, histoire de donner un peu d'agressivité au véhicule. Donc on est sur un châssis qui a pour origine le châssis de la Corvette C6, puisque ce véhicule sort des usines de la Corvette C6, fabriqué, je sais plus, mais c'est aux USA. Oui. Et en réalité, pour l'histoire, parce que cette bagnole, elle a quand même une sacrée histoire, c'est une Opel GT, on la connaît sous le terme Opel GT, mais au final, elle n'a rien d'Opel. À la base, c'est donc General Motors qui la fabrique, sous la marque Saturn Sky. Donc Saturn, c'est la marque, et Sky, c'est le modèle. Et c'est même la Saturn Sky Redline, parce qu'elle a existé en 2,4 litres atmosphérique. Là, c'est le 2 litres turbo. Le 2,4 litres atmo étant beaucoup moins puissant, boîte automatique, etc. C'est pour cruiser. Alors que là, on est sur un 2 litres turbo qui fait d'origine 260 chevaux. On est clairement sur une puissance brute, sur tout le poids est très, très contenu. Mais voilà, à la base, General Motors la fabrique sous le nom Saturn Sky. Et en fait, elle a un petit succès plutôt intéressant aux USA. Et ils décident d'exporter ce succès en Europe. Évidemment, alors General Motors à ce moment-là n'avait pas encore acheté Opel. Donc ils étaient vraiment indépendants de Opel. Et ils se disent, on va exporter cette bagnole en Europe. Par contre, en Europe, personne ne connaît la marque Saturn. Donc c'était sûr et certain que ça ne se vendrait pas. Donc ils ont fait un appel d'offres à plusieurs constructeurs pour voir qui voudrait mettre son logo sur ce joli bébé concept car pour le vendre en Europe. Finalement, c'est Opel qui a remporté l'appel d'offres. Ça aurait pu être Chevrolet qui avait la VO et quelques véhicules sur le marché européen. Ouais, mais ils n'ont jamais eu un grand succès Chevrolet. Hein. Puis ça à côté d'une Matiz dans une concession. Donc c'est aussi passé sous le logo Vauxhall aussi en Angleterre. Non, pas absolument pas. Non, pas uniquement sur Vauxhall, c'est vraiment très lié à Opel. Oui. Là, celle-là, c'est une Opel, mais elle n'est pas du tout liée à Opel. En fait, je me demandais, est-ce qu'il l'avait distribué sous ce nom-là? Elle n'a jamais eu le volant à droite. Donc en fait, c'est vraiment Continental comme véhicule. Donc, tout à fait, ouais. Et donc, General Motors a décidé de bosser avec Opel pour commercialiser ce véhicule en Europe. Et il s'est vendu en Europe de 2007 à 2009, je crois. Ils en ont vendu 500, autant dire que c'est ridicule. C'est rare, ouais. C'est rien du tout. Le truc, c'est qu'ils n'avaient pas l'approche marketing qu'il fallait pour ce véhicule. Il y avait des pubs qui ont été faites, etc. Un peu anecdotiques, voilà, pas terrible. Et derrière, ils n'en vendaient pas. Même les concessionnaires étaient un peu frileux. Ils n'osaient pas en acheter une pour la mettre dans le showroom, de peur de ne pas la vendre. Donc au final, personne n'en parlait, etc. Et puis elle est passée un peu aux oubliettes. Opel GT, en fait, a un design qui est très particulier. À mon sens, elle s'est vendue un peu trop tôt. Pour moi, ils auraient dû la sortir plus tard, parce que le design est quand même... on est sur des proportions de concept car, on est sur un dessin de concept car. Il n'y a qu'à voir, la caisse, elle a 17 ans. Si on en prend soin, elle fait neuve. Moi, je lui donnerais 9 ans. L'intérieur a vieilli. Il y a encore les anciens compteurs, il y a des aiguilles, il n'y a pas un petit écran vidéo, etc. Mais en termes de look, en plus, j'ai mis des feux à LED à l'arrière, etc. En termes de look, il n'y a rien à dire. On est sur une caisse, peut-être pas 2024, mais en tout cas... 2014, 2015, ça ne choquerait pas. Si tu veux qu'on passe sur le profil, qu'on ait bien sûr. Autre chose à montrer également, cette taille de pneus, cette taille de jantes qui est monstrueuse par rapport finalement à une taille globale qui n'est pas si énorme. C'est ça, tu lui donnes ce côté très massif, très agressif. Donc sur des pneus en 18 pouces. On est sur des pneus en 18 pouces, sur des jantes en 18 pouces et les pneus en 2,45, 45-18. À l'avant comme à l'arrière. Ce qui fait, c'est très large. Ce qui fait vraiment large pour une voiture de cette taille-là. Surtout, ça vient un petit peu des Charger, Challenger, un peu ce genre de monte de pneus sur ces voitures-là. Alors à l'époque, elles étaient certainement en 18. Alors maintenant, ils les sortent en 20 pouces, évidemment. Hein, c'est de plus en plus gros. Mais oui, en fait, c'est pour le côté américain et pour laisser le côté un peu jouet. Très agressif de ce véhicule. Et comme je t'expliquais tout à l'heure en off avant de lancer la vidéo, il y a une donnée universelle qui fait qu'on peut comparer un concept car à une voiture qui est apte à rouler sur route ouverte. Et c'est en fait au niveau de sa hauteur, le nombre de roues que fait sa hauteur. Je m'explique. On prend par exemple la petite Yaris qui est là-bas, c'est notre vidéaste préférée. Abonnez-vous. on doit être à peu près à 2,5 roues, c'est-à-dire qu'on doit monter l'une sur l'autre 2 roues et demie pour atteindre le haut de la voiture. Et en fait, c'est un ratio normal, voire un peu compact, voire un peu sportif, surtout sur les grosses sportives.
Sur une voiture résolument sportive, on est un petit peu au-dessus de 2 roues de hauteur. Et sur celle-là, en fait, on n'est même pas à 2 roues de hauteur. Si vous prenez, et là on fait un petit peu à la limite, on se prend là, on prend une roue, une deuxième roue, qui arrive à peu près là, et ben on est au-dessus de la voiture. Tout à fait. Oui. On est au-dessus de la voiture. Et en fait, ça, ce sont des données de concept car. Ce ne sont pas des données de voiture qui roulent sur route ouverte. C'est ça qui fait qu'à chaque fois, elle choque. Et c'est ça qui me fait craquer sur cette bagnole. C'est que tu as des roues énormes, la caisse est toute petite, les rétros sont tout petits. Donc, ça fait encore plus énorme. Alors après, elle est vite trahie quand tu mets une Twingo devant. Tout à fait. Qui a une taille quand même... voilà, c'est petit la Twingo. Mais tu mets la Twingo devant, tu te dis, bah, en fait, celle-là n'est pas si grosse. La force du design quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Presque du trompe-l'œil en fait. Ouais, alors c'est pas une petite voiture, on est quand même sur des... C'est un châssis de Corvette, donc tu raccourcis devant et derrière. On est quand même sur une caisse qui est très large. Il y a moins de porte-à-faux, c'est ça il y a beaucoup moins à l'avant et à l'arrière que sur la Corvette. Vraiment cet aspect-là, comme tu le disais, jouet, mais bestial aussi, parce que en fait, quand il y a quelque chose que tu comprends pas, il y a un aspect où à la fois tu es surpris, mais à la fois ça fait peur, parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre. Les designers de cette bagnole, ils ont joué là-dessus. Ils ont joué là-dessus en se disant on va mettre des roues le plus gros possible, sur un gabarit le plus contenu possible, que ce soit quand même compétitif et performant. Et bon, pour le coup, c'est Paris gagné à 200%. Hein. Ouais. En noir, il y a le logo Revenge qui n'est pas là par hasard. Le logo Revenge, c'est pareil, hein, je l'ai modélisé, je l'ai imprimé en 3D. Le logo Revenge, il a une petite histoire. Cette voiture, quand je l'ai achetée, elle faisait 264 chevaux, quelque chose comme ça. Les données constructeurs en fait. Et j'ai fait quelques prépas dessus. Donc j'ai mis des silencieux à l'arrière, j'ai retiré le catalyseur, j'ai modifié l'arrivée d'air avec des cornets, etc. Comme tout le monde fait sur ses voitures en général. Et j'ai fait une reprog. Et suite à ça, j'étais monté à 330 chevaux. Donc c'était génial, 330 c'est super, ça marchait bien, etc. Et un jour, j'ai eu un souci, parce que le moteur, malgré tout, il avait des bornes. Là, la voiture, elle a 161 000 km. C'est beaucoup quand même, malgré tout. Surtout pour une sportive. Oui. Voilà. Et le moteur était un peu fatigué. Et un jour, j'ai un des 4 pistons qui a manqué de lubrification. Il y a des petits injecteurs sous les pistons qui envoient de l'huile. Et j'ai un des 4, le 4e, qui a manqué de lubrification. Ce qui fait que, ça a duré une demi-seconde, hein, c'est très rapide en général. Les segments du piston sont venus fondre sur le piston, qui n'était pas un piston forgé, donc qui ne résistait pas bien à la chaleur, c'était un piston d'origine. Et ça m'a fait une rayure dans la chambre de combustion. Ce qui fait que le moteur tournait encore, mais la compression ne se faisait plus sur le 4e piston, donc je tournais sur 3 cylindres. Voilà. Il y avait 2 possibilités, soit je foutais le moteur en l'air parce que c'est quand même du taf, ou soit j'ouvrais tout et je refaisais. La suite tu la connais. Voilà. J'ai tout ouvert, j'ai tout refait. Alors, j'ai tout refait, pas tout seul, parce que c'est un boulot de dingue, c'est un boulot d'orfèvre. Et j'avais un ami à l'époque qui s'appelait Gergino. Si jamais il regarde la vidéo, je te fais plein de bisous. Ça me ferait plaisir qu'on boit un café ensemble. Dédicace. Ouais. Et si tu cherches du boulot, viens bosser chez moi. Donc, avec lui, on a sorti le moteur complètement. Là, on a fait ça chez lui. On a tout ouvert. C'est là d'ailleurs qu'on s'est aperçu qu'il y avait la fameuse rayure sur la chambre de combustion. Donc on a tout ouvert, on a tout enlevé, etc. On a tout nettoyé. Et suite à ça, j'ai décidé de racheter des pièces neuves, mais de ne pas racheter des pièces d'origine. Les pistons, j'ai pris des pistons plus gros, forgés, bielle forgé. Villebrequin, bonne surprise, il est déjà forgé d'origine, c'était sans moins à changer. Arbracam compétition, soupape à Pernicionnel, etc. etc. Donc là, une vraie grosse refonte du moteur. Par contre, quand on met des pistons plus gros, forcément, ils ne rentrent plus dans les chambres de combustion d'origine. Il a fallu que je prenne le bloc moteur, tout à fait, que je l'emmène à un culasseur, je ne sais pas si on dit comme ça, mais quelqu'un qui resurface les culasses. Et donc j'ai emmené le bloc moteur avec les nouveaux pistons forgés. Et du coup, il m'a refait les chambres de combustion, il m'a taillé dedans. Et ça a permis d'augmenter les chambres de combustion, donc d'augmenter la cylindrée. Voilà. Aujourd'hui, je suis plus en 2 litres, mais je suis en 2 litres 2. J'ai également changé le turbo. J'avais racheté un turbo neuf parce qu'il était lui aussi en fin de vie. Et ce turbo neuf, je l'ai envoyé à Turbo Power, je crois, ou Power Turbo, quelque chose comme ça, qui est un préparateur de turbo qui m'a en fait rendu le turbo hybride. Il l'a démonté complètement, il a tout ouvert à l'intérieur, il a changé les matériaux qui étaient un peu fragiles, etc. Il a tout refermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un turbo qui peut souffler à 2,5 bar et qui souffle à 2,5 bar quand je suis à 450 chevaux. Forcément, il y a de la puissance, mais en termes de couple et d'accélération, ça doit être assez sensationnel. Il y a un turbo et un gros turbo. C'est ce qui est cool sur les voitures turbo anciennes. C'est que tu as le côté on-off, comme le dit Quattro, qui avait un turbo qui était suicidaire. Parce que tu accélères, tu n'as rien et puis d'un coup ça part. Ta prépa, tu l'as
tu l'as quand même conçu aussi pour que ça. Enfin, est-ce que tu t'es dit je m'en fous que ça passe ou pas, ou est-ce que tu as quand même fait une sorte de ratio intelligent pour que ça continue de passer au sol? Alors je me doute qu'avec ce genre de pneus ça va. J'aimerais te répondre que j'ai été intelligent. Non mais vive la passion. En vrai non, je m'en fous, on verra ce qui se passe. Ok. Voilà. Mais ça burne pas trop. Enfin, j'imagine que vu la taille des pneus, ça assume facilement. L'accélérateur est analogique. Si je veux pas que ça burn, j'y vais tranquille. Oui. Voilà. Mais après, effectivement, si je veux que ça burn, ça burn. D'accord. Bien sûr, ça burn en première, ça burn en seconde, y a pas de problème. La voiture est tellement légère que 450 chevaux dessus, c'est énorme. C'est énorme. On est sur un poids de quoi? Moi je dirais, tu vois, une tonne 5, 6. Ah, même moins que ça, ouais. Une tonne 150. En fait, visuellement, ils sont forts. Parce que ça fait le poids d'une Lotus, en fait. Ouais. Oui. Est-ce que je viens de penser à l'Opel Speedster? Bah justement, voilà. j'allais venir. Les gens reconnaissent que c'est une Opel. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce qu'effectivement. Ouais, les feux, je pense. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois. Ouais. Voilà. Et ils disent, mais c'est une Opel Speedster. Oui. Bah, non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Parce qu'en fait, l'Opel Speedster, elle a un châssis de Lotus. Donc c'est une vraie sportive pure et dure, hein, très légère. Tu as les vitres manuelles, tout est fait pour le poids, etc. Là où celle-ci, c'est Opel GT, c'est une GT. Et celle-ci, c'est pas un châssis Lotus, c'est un châssis Corvette. Je pense que les gens font le lien parce que c'est la seule, dans l'ère moderne d'Opel, c'est les deux seuls modèles qui découvrables et ce type d'architecture, quoi. Donc un arrière qui est vraiment bestial, les feux qui ont été donc teintés. Les feux, je les ai peints. D'accord. D'origine, ils sont... vous le verrez, ceux qui s'y intéressent, en tapant Opel GT sur internet, hein, vous verrez. Ou même si tu incrustes une image. Le dessus est blanc. Ah d'accord. En fait, le dessus, c'est le clignotant qui va jusque là. Et donc là, tu as le catalypse que j'ai fermé complètement, j'ai juste ouvert ici. D'accord. Et là en dessous, tu as le feu de position, le feu stop. Donc très simple. Mais j'ai voulu ce petit dessin-là, ce qui fait que de nuit, quand tu roules, tu as juste 2 traits rouges. Ouais. Et ça, j'adore. Et c'est limite, tu vois, là on le voit bien parce qu'il ressort très bien, ça fait limite plus moderne, ça fait une signature lumineuse en fait. Plus légère que j'imagine. Ça reprend un peu, alors je vais peut-être devancer quelques commentaires de ceux qui regardent la vidéo. Ça reprend un peu le dessin des feux arrière de la SLR. C'est pas du tout volontaire. Voilà. Mais ça me va très bien. Voilà, j'ai pas déposé de brevet pour ce dessin. Voilà. Et puis donc l'aileron carbone. Donc là là vous le verrez super bien parce qu'il y a vraiment un beau soleil avec du coup 78 inscrit sur le côté. On est sur évidemment du vrai carbone. 80 kg, ça ne paraît pas. Ceux qui ont la ref. En fait, aileron carbone, donc c'est du vrai carbone, il pèse un petit peu moins de 2 kg. Donc c'est ultra léger, hein, ça se sent pas. D'origine, il n'était pas comme ça. Alors il vient de Drift Shop, que je salue parce qu'ils ont été ultra rapides en termes de délai de livraison. Donc d'origine il n'était pas comme ça, on avait cette pièce là, il était vachement plus haut et plus avancé. Une sorte de colle de cygne. Exactement, ouais, tout à fait. En fibre, pas très solide et pas très beau. En fait il était beaucoup trop haut. Mais je m'en contentais au début et un jour j'ai reculé de nuit. Alors ceux qui sont sur Chalon-sur-Saône sauront de quoi je parle. Quand on va au cinéma, au CGR, et qu'il n'y a plus de place et qu'on a une voiture un peu sympa dont on veut faire attention, on se gare sur le parking de Castorama qui est en face. Seulement quand tu sors de la séance de ciné et qu'il est 11h passé ou minuit passé, je sais plus, et ben le parking il est fermé. Donc là tu dois te démerder pour sortir. Ouais. Alors j'étais avec mon pote, lui il avait une Ibiza Cupra rouge, il a dévalé la petite pente d'herbe, c'est passé, il a rien cassé. Moi avec ça clairement je pouvais pas. Par chance il y avait un peu de travaux à ce moment-là. Je dis par chance parce que ça m'a permis de trouver une sortie. Mais avant de trouver cette sortie, j'ai fait une marche arrière dans un grillage, j'ai pas vu le grillage. Et ça m'a défoncé. Donc l'aileron, il a rien pris. Par contre, ces deux trucs-là, ils se sont complètement vrillés. D'accord, les deux sont cassés. Et c'est là que j'ai vu que c'était de la fibre et que c'était en fait un peu de la merde. Donc je suis parti, il faisait froid en plus en plein hiver, je suis parti décapoter avec l'aileron côté passager, c'était bien. Et du coup, direct quand je suis rentré, j'ai dessiné, donc j'ai repris les cotes de ces vis-là, j'ai repris les cotes des vis en dessous, et j'ai dessiné un support, donc celui-ci que vous voyez là, en 3D sur le PC, pour pouvoir ravancer un peu l'aileron vers la voiture et la baisser légèrement. Et une fois que j'avais dessiné ça, j'ai filé à une entreprise, j'ai plus le nom, mais pareil, ils ont été très sympas. J'ai filé le dessin à une entreprise pour qu'elle me fabrique ça en aluminium. Et elles l'ont fabriqué, et ensuite à un carrossier pour qu'il fasse une peinture noire à l'époxy. Et du coup, on a une pièce qui est sur mesure et qui est exactement comme je voulais.
Voilà. Dans le même optique, du coup, tu as aussi dessiné ce... Oui, alors diffuseur. là aussi, il y a pas mal de petites choses à dire. D'origine, sur l'Opel GT, il y a une sortie carrée à gauche, une sortie carrée à droite. Celle-ci, quand je l'ai achetée, il y avait une double sortie à gauche, une double sortie à droite. Qui sont les sorties Regal Zone, mais elles y étaient déjà quand j'ai acheté le véhicule. Et il y avait le diffuseur arrière d'origine. Au milieu du diffuseur arrière, il y a un petit triangle inversé avec le feu d'anti-brouillard arrière et le feu de recul. Et je voulais en fait faire un clin d'œil à Corvette. Ce qui fait que j'ai rassemblé les deux doubles sorties au milieu pour faire 4 sorties proches comme ça. Et ceux qui connaissaient Corvette verront exactement de quoi je parle. Il a fallu du coup que je repense complètement le diffuseur. Donc le diffuseur, je l'ai modélisé en 3D. Je ne l'ai évidemment pas imprimé, celui-là, bien sûr. On est sur de la fibre. Je l'ai donné à un carrossier. Si tu peux, je te donnerai son nom parce que c'est un mec qui est vraiment génial. Ouais. Il m'a fait ce boulot. C'est un boulot de maître, franchement, il a hyper bien bossé. On a fait plein de réajustements, etc. Ça a été compliqué pour lui, mais on a fini par y arriver. Ces pièces-là, je les ai modélisées et imprimées en 3D, c'est de l'ABS, ça résiste à la chaleur. Et pareil, les inserts qui sont là, c'est aussi des pièces que j'ai modélisées et imprimées en 3D. Et du coup, j'ai reporté à gauche et à droite, et même de l'autre côté, les feux de recul et anti-brouillard arrière. Et en fait, ces feux ronds-là, ce sont des feux à LED surpuissants qui viennent de Land Rover. Voilà. Et je voulais en fait cet aspect rond, et surtout que quand ils sont éteints, ce soit les mêmes. Éteints, ils sont tous les deux gris, ça se voit pas. Et allumés, tu en as un rouge et un blanc. Par rapport aux ailettes, il n'y a aucun aspect aérodynamique. J'ai pas la chance d'avoir une chambre aérodynamique à la maison pour tester. Donc c'est vraiment juste du style. Mais voilà, pour le coup, moi j'adore, ça va bien dessus. Et en plus, ça rallonge un peu la voiture. Ça suit la forme avec le petit angle léger qu'on a là, au-dessus et également sur l'aileron. Donc c'est exactement ce que je voulais. On peut voir à quel point tu as poussé jusqu'au détail, même les détails qu'on verra le moins, c'est-à-dire ces petits feux symétriques. Et voilà, on sent que ça, de toute façon, ça fait longtemps que tu l'as, que tu as eu le temps de la travailler et puis d'amener le projet. En fait, j'avais déjà en tête ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. C'est un peu ce que j'avais en tête quand je l'ai acheté. Quand je l'ai acheté, elle était beaucoup plus haute. Évidemment, il y avait les suspensions d'origine. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Elle était toute noire. Il y avait des inserts chromés partout, même les jantes étaient chromées. Mais j'avais déjà en tête le côté noir-rouge, très racing. Alors, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dans le moteur, bien sûr, parce que c'était pas un moteur que je connaissais à l'époque. Mais voilà, j'avais déjà flashé sur cette voiture. J'hésitais à l'époque entre celle-là, la 350Z cabriolet, et la Z4 cabriolet. Voilà, je voulais un petit coupé sportif sympa. Et au final, je suis parti sur celle-là parce que c'est une pièce qu'on voit pas, que les gens connaissent pas. Et ça, c'est vachement cool. Et surtout, c'est hyper fédérateur parce que les gens, ils viennent, ils s'intéressent, ils se posent des questions, mais qu'est-ce que c'est, etc. Et ça crée du contact, ça crée de l'humain, et je trouve ça cool. Dans la continuité de ce qu'on nous dit, on pourrait aussi passer sur le côté un peu Batmobile, voiture qui s'ouvre en mode Transformers. C'est très sympa de la voir avec tout ouvert. Le coffre s'ouvre à l'envers, le capot s'ouvre à l'envers aussi, forcément, chez Corvette, ça va avec. Et du coup, on a cette impression, comme tu dis, de Transformers. Alors, je dirais pas Batmobile, je dirais pas ça à Yves de la vidéo d'avant. Ceux qui regardent les autres vidéos sauront de quoi je parle. Mais non, on est effectivement sur un petit côté Transformers et qui déconcerte un peu. Parce que c'est aux antipodes de ce qu'on connaît. Voilà. Et je le ferai juste après, je vais même le faire tout de suite. Le capot, le coffre. Une petite transition sur l'intérieur du véhicule, puis l'aileron comme ça, c'est limite voiture de course ou quand tu as des parties entières d'une voiture que tu peux enlever pour être changé plus rapidement. L'idée de le prendre en aileron inversé, c'était surtout pour ça. Parce que justement, sinon sur le coffre et j'avais pas trop le choix. Au moins la chaussure ça passe. C'est vrai que là, si je prends un 3 quarts arrière, c'est vraiment le truc. En fait, c'est fabuleux ça quand tu. Oui, tu t'as pas les mots, même moi qui ai l'habitude de présenter des voitures, t'as une sensation de qu'est-ce qui se passe, qui est un peu, qui te laisse bouche bée. Donc intérieur, tout a été recouvert d'Alcantara. C'est moi qui ai fait. Faut pas regarder de trop près. Parce qu'il y a plein de petits détails qui vont pas, mais l'intérieur d'origine de cette voiture est tellement dégueulasse que franchement, il fallait le faire absolument. Donc, tu as le mérite d'avoir travaillé sur ta voiture, c'est pas tout le monde qui le fait. Ça m'a pris du temps en plus. D'origine, effectivement, on a la ventilation qui est ici. Il y a toujours une ventilation centrale sur les véhicules. Ventilation ici, que j'ai évidemment supprimée pour ajouter les 2 manomètres et les 2 interrupteurs.
Et sinon, j'ai également ces deux boutons-là. Ouais, ça fait Fast and Furious. Et je sais, ça fait prototype d'azote, oui, c'était un peu volontaire. Mais non, désolé de décevoir si tu regardes, c'est pas le cas. En fait, ces boutons me permettent de switcher d'une map à une autre. Sur ce véhicule, après la dernière programmation, j'ai 3 maps. Les 3 maps vont jouer principalement sur, alors évidemment, la sensibilité de l'accélérateur, les injecteurs et tout ça, mais surtout sur la pression du turbo. Map 1, j'ai une pression à 0 bar 9, elle sort à peu près 280 chevaux. D'accord. Map 2, j'ai une pression à 1 bar 5, elle sort 350 chevaux. C'est la map avec laquelle je roule tout le temps, en fait. Et map 3, elle sort une pression de turbo à 2 bar 5, et là, elle me sort 450 chevaux. Je roule quasiment jamais avec cette map parce que le feeling à l'accélérateur est très particulier, c'est très on-off, et avec autant de puissance, c'est presque incontrôlable et c'est surtout très inconfortable. Donc le plus souvent, je roule à 350 chevaux, pardon. Et là, quand on ira faire un tour tout à l'heure, on sera également à 350 chevaux. Celui-là, c'est simplement pour allumer la lumière des deux manos qui sont là. Ok. Et celui-là, c'est pour allumer le poste. D'accord. Et puis sur le... Donc à ta gauche, là-bas, sur le tableau de bord, j'en vois 2 autres qui celui-là, sont... ouais, celui-là, c'est pour mettre en route le ventilateur du moteur, que j'ai mis en action manuelle parce que voiture américaine, ça veut dire ventilateur qui se met en route à 105 degrés. Et après une prépa aussi intense que j'ai fait dessus, je voulais pas qu'il se mette en route à 105, je voulais qu'il se mette en route avant. Et donc je l'ai mis en manuel. Et d'ailleurs, quand je roule 10 minutes et j'actionne. Et finalement, je reste tout le temps ventilateur allumé. Il faut savoir que le ventilateur n'est plus celui d'origine. On pourra le voir après, mais même s'il n'est pas très visible. C'est un Michimoto qui est spécifique pour les voitures de drift. C'est-à-dire qu'il est fait pour tourner tout le temps, à haut régime, même à des petites vitesses. Et le deuxième qui est là, il n'est pas utile. Il n'est pas utilisé pour le moment. J'avais envie, à un moment donné, de mettre des néons sous la voiture. Oui, j'y ai pensé. Voilà. Et si j'en avais mis, j'aurais relié à ça. En tout cas, un bel intérieur, puisque grâce à ton travail, du coup, il a gagné en... Je sais pas si on peut appeler ça du prestige, mais peut-être plus en agrément de sportivité, agrément visuel aussi, parce que ça joue. Le côté velours Alcantara comme ça, effectivement, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de voitures de sport. Et c'est pour ça que j'ai mis ça. Je veux dire, j'aurais très bien pu mettre une toile cirée orange, que ça aurait fonctionné de la même manière. Mais effectivement, l'Alcantara noir, c'est quand même plus joli. Oui, alors, un fourmillement de couleurs, et ça, c'est ce que j'aime, parce que les moteurs trop sobres, c'est déprimant. Ouais. Donc, je te laisse... nous parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses là pour le coup. Alors il y a effectivement beaucoup de choses à dire. Je sais pas vraiment par où commencer. Donc tout a été modifié de toute façon. Le bloc rouge, j'en ai profité de démonter le moteur pour pouvoir le repeindre. Donc on a un aspect quasiment neuf alors qu'il y a là 160 000 km. Et le bloc a 160 000 km. C'est tous les éléments internes qui ont été modifiés. Donc l'allumage a été modifié. Donc les bobines d'allumage, les bougies évidemment. Les 2 arbres à cam sont des arbres à cam compétition, donc avec des cams un peu plus hautes qui permettent d'ouvrir les soupapes plus longtemps. Évidemment, pour compenser ça, on a des ressorts de soupapes en titane. On a des soupapes c'est Inconel, je crois. Voilà, c'est une matière qui est ultra résistante, ultra légère, et pour des soupapes, c'est parfait. On a donc évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, les 4 pistons forgés. On a les bielles forgées. C'est à peu près tout pour le moteur en lui-même. Derrière, donc, on a évidemment un gros échangeur qu'on a vu au tout début en face avant. On a un gros ventilateur dont on a parlé quand on était dans l'habitacle. On a 2 cornets pour l'admission. Ça fait très racing. Ouais, je sais bien. Les cornets, en fait, un cornet en général, ça limite la puissance à 300 chevaux de ce qu'on m'a dit. Okay. Donc pour éviter tout problème, j'en ai mis 2. Et ça donne un côté symétrique, donc c'est plutôt joli. D'ailleurs, la tubulure qui va des cornets jusqu'au débitmètre qui est ici, donc toute cette partie-là, c'est mon meilleur pote qui me l'a fait, qui s'appelle Florian, qui est chaudronnier soudeur et qui fait un boulot phénoménal et magnifique. Donc c'est lui qui m'a fait ça et c'est également lui, on pourra aller voir en dessous tout à l'heure si vous voulez, c'est lui qui m'a fait aussi le rapprochement des 2 doubles sorties à l'arrière. D'origine, en fait, on a le cache-culbuteur qui est là, qui est en fait une pièce du moteur, donc c'est la pièce la plus haute du moteur, qui par définition monte en pression, c'est normal, c'est via la pression d'huile, ça monte en pression. Cette pression, elle est rejetée par 2 tuyaux, un qui est là, un qui est là, et en fait, elle va, pour des raisons de pollution et d'écologie,
ces deux tuyaux d'origine vont toujours vers l'admission. Et sur n'importe quelle voiture, c'est comme ça va vers l'admission. C'est-à-dire que l'huile, les vapeurs d'huile qui partent de ces tubulures sont réinjectées dans le moteur. En termes d'écologie, c'est parfait. Par contre, en termes de performance, c'est pas bon du tout. C'est-à-dire que ça va venir encrasser l'admission, ça va encrasser le turbo, et en plus, ça va descendre le niveau d'huile. Là, du coup, plutôt que de faire ça, j'en ai condamné un, ce qui fait que l'arrivée, qui était normalement ici, j'ai mis fronifleur, comme ça, l'air rentre là, comme elle rentre là-bas. Et le deuxième, il est jeté par là. Donc, c'est légèrement plus haut, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Le moteur est incliné, donc c'est légèrement plus haut, ce qui fait que l'huile reste là-dedans, et il n'y a que les vapeurs d'huile qui sortent par là. Donc, c'est pas très écologique, mais en tout cas, en termes de performance, c'est parfait, parce que là, l'air qui rentre dans le turbo, c'est de l'air sec. À savoir que le turbo, il est déjà lubrifié en interne, il n'a pas besoin d'avaler de l'huile supplémentaire. Et le turbo qui est là-dessous, donc ça, c'est le pare-chaleur. Le turbo est là-dessous, on le verra pas bien, parce qu'il est dans une couverture thermique. On voit la couverture thermique. On voit la couverture thermique, voilà. Et c'est ce turbo qui a été refait en turbo hybride, et qui peut aspirer 2 bar 5. Ce moteur, il est similaire à celui de la Saturn CI Redline, dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est la même voiture, sauf qu'elle a été rebadgée avec les logos Opel. Il est également similaire à la Solstice GXP de la marque Pontiac, qui est aussi la même voiture. L'avant est différent, l'arrière est différent. Vous remarquerez que les portières sont strictement identiques. Le pare-brise est strictement identique aussi. Le capot s'ouvre pareil et le moteur est identique. Et l'intérieur, par contre, est un peu différent. Il est plus sympa sur la Solstice que sur la Saturn CI ou l'Opel GT. Par contre, il était ce moteur-là identique. Il est dans la Cobalt SS, Cobalt Super Sport. Ouais. Téléporte quoi, mais c'est marrant. Vraiment l'avant turbo et après turbo
vrai casse à sensation, ça, il n'y a pas de doute. Elle est faite pour ça, elle sert que à ça. Ouais, visuellement, même en passager et après en conducteur, je pense que ça doit être encore mieux. Tu sais que c'est drôle ce que je vais te dire, mais tu les sens les gros remarques. Parce que ça bouge, mais t'es tassé quoi. C'est vraiment là. Ouais, ça accroche bien. Merci à tous pour votre visionnage. Bon, c'est l'outro de la vidéo. C'est vrai que sur la route, on n'a pas pu vraiment beaucoup parler à cause du bruit. Et c'était surtout pour vous donner un petit peu les sensations qu'on peut avoir à bord de ce véhicule qui est, je pense en résumé, un jouet pour adultes parce qu'il il résume toute cette identité à la fois dans son design, son esthétique, grâce à la préparation d'autant plus, mais surtout sur la route on a le bruit de la décharge du turbo, la ligne complète qui hurle et donc tous ces éléments qui vont une fois réunis donner cette impression d'avoir un gros jouet, une sorte de Hot Wheels un petit peu, mais à taille humaine. Et c'est une voiture vraiment sensationnelle. Il y a vraiment des sensations sur tous les points. Donc elle coche toutes les cases de ce domaine. Et voilà, franchement... alors, est-ce que je suis surpris? À moitié, parce que c'est pas une voiture que je connaissais, donc il y a quand même une part de surprise. Mais il y a quand même le fait que c'est une voiture assez frappante visuellement. Donc vous avez déjà une petite préparation psychologique quand même à ce que vous allez ressentir à bord du véhicule. Maintenant, voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à vous abonner aussi à l'Instagram du propriétaire. Et puis moi je vous dis à très vite, partagez, likez et surtout portez-vous bien.